Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une sorte de bilan mi-année où je vais présenter du coup mes meilleures lectures et mes pires lectures de l'année. Comme j'ai pas eu énormément de pires lectures, j'ai pas un nombre équivalent de livres dans chaque catégorie, mais je voulais pas me restreindre et ne vous présenter que 5 meilleures lectures si j'en ai eu plus. J'ai eu la chance cette année de lire beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, l'occasion de vous les présenter maintenant à mi-année et de refaire la même chose à la fin d'année pour éviter d'en avoir trop, puisque comme j'ai beaucoup de bonnes lectures en ce moment, je veux pas me retrouver avec 25-30 livres à vous présenter à la fin de l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mes pires lectures, comme ça on finira sur une note positive. Mes pires lectures, il n'y en a pas eu énormément, honnêtement, déjà parce que sinon en fait je dis NF, et aussi parce que je me fie beaucoup aux notes Goodreads. Alors c'est pas une vérité universelle, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas lire un livre s'il a pas plus de 3,95 sur Goodreads, donc ça m'évite quand même pas mal de déceptions. Sauf si c'est des nouvelles sorties où là j'achète direct et je les lis et ça passe ou ça casse. Mais voilà, lançons directement. Certains livres je vous en ai déjà parlé. Par contre dans mes meilleures lectures, il va y avoir pas mal de livres que j'ai lus ce mois-ci, donc je vous en ai pas encore parlé. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail aussi dans mon bilan du mois de juin, du coup, de juillet plutôt. Alors, commençons donc avec les pires lectures. Je vais vous dire à chaque fois ici la note que j'ai attribuée. C'est très simple, pour mes meilleures lectures ce sera que des 5 étoiles. Mais pour mes pires lectures, on a mon seul, je crois, une étoile de l'année. Alors après j'ai lu des petites nouvelles, des trucs assez courts que j'ai pas forcément aimé, mais ça aurait fait beaucoup trop, donc là je vous parle vraiment des romans que j'ai pas appréciés. Et donc en premier on a Neil Schusterman, Éclat d'étoiles, voilà, qui est publié à la collection R. C'est par l'auteur de La Faucheuse, et en fait moi je l'avais vu passer sur le compte de la collection R comme le nouveau roman de l'auteur, c'est comme ça qu'ils le vendent sur leur site web, la nouvelle saga à succès de l'auteur de La Faucheuse. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte que c'était pas la nouvelle saga de l'auteur, parce que ça avait été publié il y a 25 ans en fait. Le livre est sorti pour la première fois en 1995, et comment dire que ça se sent... en 25 ans, il a eu le temps de développer beaucoup plus sa plume, d'apprendre à construire mieux ses intrigues. Là-dedans, déjà, il y a des propos parfois un petit peu limite grossophobes. L'intrigue est pas assez bien construite. Le livre fait quoi, 290 pages, il aurait dû en faire 400 pour qu'on comprenne réellement l'intrigue. Les personnages ne sont pas du tout attachants, l'intrigue est donc, comme je vous le dis, mal construite, elle est intéressante mais elle est mal construite. En fait, le moment où on comprend vraiment ce qui se passe, c'est la résolution, ça s'enchaîne. Donc voilà, pas un livre qui est très bien construit, pas un livre qui est particulièrement bien rédigé. Après pour la plume je peux pas vraiment noter puisque je l'ai lu en français, donc si ça se trouve en anglais il aurait peut-être été mieux. Mais dans tous les cas on sent que c'est un de ses premiers livres, alors un de ses premiers livres je ne sais pas, mais que c'est un livre qui est très très vieux et qu'entre temps il a perfectionné son écriture. Donc voilà, je pense que peut-être que j'aurais été moins déçue parce que j'aurais moins eu d'attente si j'avais su dès le début que ça avait été écrit en 1995, parce que je crois que je m'en suis rendu compte une fois que j'étais à peu près 100 pages dedans. Mais voilà, moi je m'attendais à son nouveau roman, et après avoir lu La Faucheuse, je m'attendais à un truc de malade. Bref, du coup, une étoile sur 5, j'ai vraiment pas aimé du tout. Ensuite, un livre que j'ai noté 2 sur 5, donc encore une fois une déception, Cinderella is Dead de Kaylin, je sais pas comment ça se prononce, Beron. Voilà, j'ai enlevé la jaquette parce que je l'ai mis comme ça dans ma bibliothèque, mais une grosse déception, franchement. On sent que le livre se veut engagé, se veut féministe, mais c'est tellement mal fait que limite c'est pas si ça tourne la problématique en ridicule en fait. La romance est très très mal apportée, vraiment c'est n'importe quoi. La nana est amoureuse d'une personne, en 2 secondes c'est oublié et elle passe à quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment tout est mal construit, l'univers est mal construit, le grand méchant on sait jamais pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est le grand méchant, mais il faut pas essayer de se demander pourquoi est-ce que c'est le grand méchant et pourquoi il est méchant. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je l'ai trouvé très facile dans sa résolution et tout ce livre, et en même temps vraiment très mal construit, pas particulièrement bien écrit. Enfin bref, c'était une de nos lectures du mois avec le book club et personne ne l'a réellement apprécié, il me semble. Celui-ci, si j'avais été regarder les notes sur Goodreads, j'aurais su que j'allais probablement pas apprécier, mais je ne l'ai pas fait puisque c'était un service presse de Saxus, donc j'ai eu la chance de le recevoir gratuitement et je me suis lancée dedans directement puisque le résumé me tentait bien. Et je lui ai mis 2, je vérifie sur mon papier, 2 sur 5, ouais. En fait c'est spécifiquement le genre de livre qui, sous prétexte que c'est de la fantasy young adulte, ne prend pas le temps de faire un world building cohérent, n'apporte pas énormément d'éléments de réponse qui pour moi sont essentiels à la compréhension du récit. Beaucoup de facilité, voilà, beaucoup de choses qui sont pas expliquées. Moi c'est quelque chose qui me frustre parce que quand on a
setting de départ qui est aussi intéressant que celui-ci. Et vous l'entendez comme un cours comme idée ratée? Heureusement que tu sais freiner, hein, parce que là sinon... Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais du coup. On a un setting de départ qui est hyper intéressant et c'est vrai que je trouve ça dommage que l'univers soit pas véritablement exploité, voire sous-exploité et pas assez bien expliqué parce que on a des personnages qui sont en fait des saisons personnifiées. Mais est-ce qu'on comprend réellement pourquoi c'est des saisons et quelle est l'utilité d'avoir des gens qui sont des saisons? Pourquoi il y a un classement pour... Enfin, en fait, il y a plein de choses qui ont été intéressantes, il y a des trucs qui m'ont fait penser un petit peu à Hunger Games, mais on n'explique pas pourquoi. Et moi ça m'énerve. Ça m'énerve et du coup j'ai vraiment pas apprécié l'histoire. Et en plus de ça, j'ai pas particulièrement accroché au personnage, j'ai trouvé le personnage principal très égoïste. Donc voilà. Alors là, ma déception ultime de cette année, je pense, puisque c'était une de mes parutions les plus attendues. Et c'est Breaker de Victoria Aveyard. Ce livre, je l'avais précommandé, je l'attendais avec impatience avec Lauralie, on ne faisait qu'en parler avant qu'il sorte. Voilà, j'avais de grands espoirs puisque j'aime beaucoup la plume de Victoria Aveyard. Elle nous a fait un teasing de malade sur les réseaux sociaux pour son livre. Franchement, elle est niveau communication, elle gère. C'est un truc de malade comment elle sait communiquer sur ses nouvelles parutions. Mais alors du coup, quand j'ai lu le livre, en fait c'est simple, je vais être un peu méchante, hein, je vais tacler le bouquin, mais c'est un remake du Seigneur des Anneaux, mais beaucoup moins bien. Voilà. C'est très lent. C'est pas très bien construit. Les personnages, il y en a pas un seul que j'ai apprécié. Ils sont tous soit énervants, soit juste ils servent à rien. Vraiment inutiles. Ils sont neutres. Ils sont rien d'intéressant. On sent qu'en fait parfois elle écrivait des trucs. Et je lisais la phrase et je me disais ok donc ça c'est censé me faire rire. Mais ça me fait pas rire, mais je sais pas comment expliquer. J'arrivais à savoir l'intention qu'elle avait écrit cette phrase, mais ça faisait vraiment en mode j'ai écrit cette phrase juste pour vous faire rire. Enfin je sais pas, j'arrive pas bien à expliquer ma pensée là-dessus. Mais voilà, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai hésité même à le DNF, mais je l'ai fini en livre audio, honnêtement, en écoutant limite que d'une oreille. Parce que déjà, je sais qu'elle fait des très bons plot twists. Donc ça j'attendais un énorme plot twist. On a eu un bon plot twist au milieu du livre que je me suis fait spoiler en plus sur Goodreads dans une nana qui ne mettait pas que sa review était spoilante alors qu'elle spoil un truc qui se passe au milieu du livre. Bref, du coup c'est ce qui m'a poussé à continuer d'avoir ce spoiler parce que je me suis dit oh intéressant et tout. Au final c'était le seul retournement de situation intéressant. Et pourtant moi Victoria Aveyard je l'attendais vachement là-dessus. Donc voilà, vraiment pas du tout convaincue, je ne pense pas que je lirai la suite, très honnêtement. Et très déçue d'être déçue. Là on est sur une saga sur deux sagas dont j'avais beaucoup aimé le tome 1 et dont j'ai pas du tout aimé le tome 2. Donc en premier on a, je l'ai pas ici, je l'ai lu sur ma Kindle, mais donc on a A Touch of Ruin qui est le tome 2 de A Touch of Darkness. A Touch of Darkness, j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça se lisait bien, enfin c'est pas de la grande littérature hein, mais ça se lit vite, ça se lit bien, c'est intéressant, la romance est bien placée, bien dosée, pour quelqu'un qui n'aime pas trop la romance c'était quand même une bonne lecture, l'aspect mythologie était intéressant même si bon elle fait des raccourcis, il y a des facilités et tout, mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et alors le tome 2, mais j'ai détesté ma lecture, c'était de la merde, voilà, excusez mon vocabulaire, mais c'était vraiment nul, c'est-à-dire que ça reprend exactement ce que j'aime pas parfois dans les romances, c'est-à-dire la mauvaise communication entre les personnages pendant tout le roman, c'est-à-dire que déjà Hadès et Perséphone, plutôt que de communiquer pendant le tome 2, ils préfèrent coucher ensemble à chaque fois qu'il y a un problème. Dès que Perséphone elle est là avec Hadès, ouais il faudrait qu'on parle de quelque chose et tout, le mec il dit non, allez on va coucher ensemble. Oui bah c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans un couple, mais chacun sa version des faits, donc bref. Perséphone est insupportable, c'est-à-dire qu'elle fait toujours des trucs qu'elle demande aux gens de ne pas faire avec elle, donc c'est en mode fais ce que je dis mais pas ce que je fais, ce qui est insupportable. Les deux personnages agissent de manière insupportable et injustifiée pendant tout le roman, enfin bref, une torture. Ce tome 2 c'était vraiment nul, j'ai détesté. Voilà, donc j'arrête cette saga ici, je ne vais pas continuer plus loin. Et là vous allez être surpris parce que la deuxième saga que du coup je décide d'abandonner c'est From Blood and Ash. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que ça allait probablement être une de mes nouvelles sagas préférées après ma lecture du tome 1 parce que j'avais adoré. Mais alors le tome 2, je suis désolée mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'avoir deux personnages déjà aussi insupportables, d'avoir
un livre qui fait 600 pages pour avoir des super plot twists, ça je dis pas le contraire, c'est la reine du super plot twist, Jennifer Larmentrout, mais par contre, des dialogues qui servent à rien pendant 600 pages et des scènes de cul tous les chapitres qui n'apportent vraiment rien à l'intrigue au bout d'un moment, oui, un petit peu de smut, je suis d'accord, moi j'aime bien, j'apprécie un petit peu de smut, du smut tous les chapitres juste pour mettre du cul écrit à la manière d'une fanfiction, non. Là ça commence à me saouler un petit peu et il y a une scène particulièrement, pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille de skipper, je vous mettrai le timecode auquel avancer, mais la scène dans le tome 2 où Poppy apprend que Castile c'est le Dark One et donc que c'est un petit peu quand même de sa faute si Poppy a perdu pas mal de ses proches, qu'elle essaye de le tuer et que le mec lui dit tu m'excites, j'ai envie qu'on couche ensemble, et qu'il lui dit ça quand elle est dans la cellule, qu'elle va pas bien et tout, la nana elle est au bout de sa vie, elle en peut plus, elle est en dépression et le mec arrête pas de lui dire j'ai envie de coucher avec toi, j'ai envie de te faire l'amour, excusez-moi de vous dire que je trouve ça hyper malsain. Donc bon, à ce moment-là j'avais déjà envie d'arrêter le bouquin, j'ai terminé pour avoir le fin mot de l'histoire et ensuite j'ai demandé à Eline sur Instagram de me faire un petit résumé du tome 3, ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait un super résumé, donc j'ai eu le fin mot du tome 3 pour l'instant et ça me convient très bien et ça me fait chier parce que franchement quand j'ai eu tous les retournements de situation, les plot twists, les développements dans le tome 3, je me dis que c'est un livre qui a l'air d'être super intéressant et en même temps, comme me le disait Eline, c'est un livre qui est quand même beaucoup trop, comment dire, où il y a beaucoup trop de dialogues inutiles, où les personnages sont toujours insupportables, où il y a du smut tout le temps pour rien. Donc bref, je vais sûrement en énerver plus d'un, mais je vais m'arrêter là avec From Blood and Ash, j'aurais lu le tome 1 et 2, et c'est déjà bien, voilà. Et enfin, la dernière saga que j'abandonne du coup, parce que je n'ai pas du tout aimé le tome 2, c'est Aurora Rising, Aurora Squad, je me souviens jamais lequel est le nom... Parce que je crois que c'est Aurora Squad en français, et en anglais c'est Aurora Rising, Aurora Burning et Aurora je sais plus quoi. Bref, donc j'avais lu le tome 1 en anglais, j'avais bien aimé, franchement ça avait été une bonne lecture, pas prise de tête, je sais plus, un 3,5 ou un 4 étoiles, bref. Une lecture qui était bien passée mais sans plus. Mais alors le tome 2, en fait je me suis dit que je pense que là je suis arrivée à un stade, pas du tout en mode prétention, mais où j'ai envie de lire plus de l'adulte. Maintenant je me suis habituée à avoir des personnages qui ont plus mon âge, entre 18-25 ans, auxquels je m'identifie beaucoup plus, et du coup j'ai beaucoup de mal à apprécier les livres qui sont destinés à un public plus jeune, alors que parallèlement j'aime beaucoup lire du middle grade par exemple. Mais là, je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais j'accroche plus du tout avec les personnages. Je suis désolée, mais quand Scarlett, au début du tome 2, c'est pas vraiment un spoil, hein, elle nous fait un pitch de 20 lignes sur ses seins, en disant machin, j'adore mes nichons, j'adore quand les hommes les regardent, mais bon par contre quand ils me parlent, il faut qu'ils me regardent dans les yeux, mais en gros ils peuvent mater ses nichons, mais pas quand ils lui parlent. Je me dis bon, moi je trouve pas ça très drôle, et j'avoue que c'est une vision qui commence à me saouler, un peu de l'humour un peu beauf, parfois jeunesse. Pourtant j'aime beaucoup l'humour de Jay Kristoff dans ses romans beaucoup plus adultes, mais là j'avoue que dans Aurora Rising du coup, non Aurora Burning, j'avoue que du coup j'ai pas du tout accroché, et ça m'a fait sortir de l'histoire à plusieurs reprises parce que j'accroche pas aux personnages. En fait ils ont des réflexions, une manière de penser qui marche pas avec moi, et donc du coup je peux reconnaître que le livre est intéressant, que l'intrigue est très bien construite, que c'est bien fait, mais je pense que moi c'est pas une saga qui va marcher pour moi et ça sert à rien que je me force. Je peux comprendre pourquoi les gens l'apprécient, parce que voilà, elle est bien, ça reste une bonne saga, quand je le lis objectivement je me rends compte, juste pour moi ça le fait pas. L'humour ne marche pas, les personnages ça marche pas pour moi, donc je préfère ne pas me forcer et j'arrête ici. Et j'avais mis du coup 2,75 sur 5. Et on va pouvoir passer aux meilleures lectures, donc ça va être quand même un petit peu plus fun je pense. Et donc dans mes meilleures lectures il y a pas mal de lectures dont je vous ai pas encore parlé, donc ça va être assez cool de vous faire découvrir ces livres, enfin avec mon point de vue que vous les avez sûrement déjà vu passer sur Bookstagram ou sur Booktube. Un livre que vous avez d'ailleurs très certainement vu passer, A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Je vais pas vous le repréciser parce que c'est tous des 5 étoiles, hein, les livres dont je vous parle. Je l'ai beaucoup annoté. Je l'ai adoré. Je peux comprendre que les gens n'aient pas apprécié ce tome puisqu'il est beaucoup moins centré sur l'intrigue politique, on va pas se mentir, hein. C'est surtout centré sur le développement des personnages de Cassian et de Nesta, mais leur développement est très bien fait. Du coup moi j'ai beaucoup aimé voir comment elle développait un peu plus leur psychologie, surtout que Nesta c'est un personnage qui est très intéressant parce que particulièrement dans les premiers tomes je l'avais pas du tout apprécié parce que je ne comprenais pas sa manière de penser, son ressentiment. Voilà, et ça m'a permis d'aller un petit peu plus dans sa personnalité, de comprendre sa psychologie, sa manière de penser, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, tout en amenant des choses intéressantes aussi pour la suite de la saga. Donc vraiment une très bonne lecture. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé,
c'est le fait qu'elle change de cible visée en cours de saga. J'ai un peu de mal avec les auteurs qui font ça dans le sens où ces autres livres c'était du young adulte, donc il y avait du smut, mais du smut quand même un peu plus soft, et avec celui-ci c'est clairement de la fantasy adulte, new adulte voire adulte, avec beaucoup de smut. C'est très spicy et je trouve ça un petit peu dommage parce que bah du coup ça se prive d'un certain public, parce que par exemple ce que j'aurais pu recommander à un certain public avec les premiers tomes, je recommanderais pas avec celui-ci. On reste sur Sarah J Maas puisque cette année j'ai découvert sa saga Throne of Glass. Comment j'ai pu passer à côté pendant tellement d'années, je ne sais pas, je me le demande. Ma saga préférée écrite par Sarah J Maas. Pour l'instant j'ai adoré Crescent City, mais Throne of Glass il y a tous les tomes qui sont sortis donc je sais que c'est une pépite. En fait si la romance prenait un petit peu trop de place dans ACOTAR par rapport à l'intrigue politique dans ACOTAR, selon vous, franchement vous allez adorer Throne of Glass parce que c'est un peu ACOTAR mais avec les dosages inversés. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus d'intrigue politique et la romance un petit peu plus au second plan, même si elle est là, elle est présente et elle est intéressante. Mais j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette saga, j'ai adoré tous les personnages de cette saga. Meilleur développement. Chaque personnage on se dit oh là là pour l'instant je les aime pas, ou alors ils sont pas intéressants, et à chaque fois elle fait des développements incroyables pour chaque perso, son intrigue. Moi ce qui me fascine avec Sarah J Maas, c'est que du tome 1, quand on relit, on savait qu'elle avait prévu ce qui allait se passer dans le tome 7. Et je trouve ça dingue, c'est pas comme dans certaines séries où en fait on se rend compte à la fin que bon bah ils avaient jamais prévu qui serait le coupable et donc du coup bim ils te sortent une personne au hasard et quand tu regardes depuis le début tu te dis qu'il n'y avait pas moyen de savoir qui c'était. Là, dès le début, chaque personnage, même que tu vois en coup de vent dans le tome 1, bim dans le tome 7 il sera là, il aura une importance clé. Et je trouve ça incroyable d'avoir autant planifié du début à la fin toute sa saga, je trouve ça dingue et voilà une pépite cette saga. Et plus on avance dans les tomes, plus ça devient meilleur. Si vous cherchez une saga un petit peu mystery, murder mystery, donc adulte, Truly Devious, je vous en ai déjà parlé de Maureen Johnson, incroyable. C'est une saga qui est soit en 3 ou 4 tomes, dépendamment de comment vous décidez de la lire, c'est-à-dire que la conclusion de l'affaire Truly Devious, vous l'avez à la fin du tome 3, mais il y a un tome supplémentaire qui vient de sortir mais qui se passe je crois 1 ou 2 ans plus tard et qui n'a pas de rapport, c'est le même personnage principal, donc vous pouvez soit lire les 3 tomes, soit lire le 4ème après. Mais c'est une saga qui est géniale, très bien écrite, avec des super plot twists. Comme c'est sur 3 tomes, vous avez quand même une affaire qui est résolue dans chaque tome, mais il y a l'affaire, en gros, la principale affaire qui est résolue à la fin de la trilogie. Donc bref, si vous aimez voilà, Murder Mystery en ambiance un petit peu Dark Academia, une pépite. J'ai dans mes mains la lecture doudou par excellence pour l'été. Franchement, je me disais, comment est-ce que c'est possible qu'un livre ait autant d'avis unanimes? J'avais jamais vu passer de commentaires négatifs avant de l'entamer, enfin à part la polémique qu'ils ont sorti de je sais pas où là, pour ce livre qui n'a absolument pas lieu d'être. On pourra en débattre en commentaire si jamais vous décidez, mais pour l'avoir lu, je peux vous dire que pour moi cette polémique n'a aucun intérêt d'exister. The House in the Cerulean Sea de TJ Klune, c'est une lecture, mais doudou, incroyable, belle, puissante, nécessaire, tout ce que vous voulez, sur l'acceptation de soi, sur le trouble de Found Family, sur contre le racisme. Voilà, en fait c'est un homme qui a une vie de merde, qui est en dépression, qui n'apprécie pas particulièrement son job, voilà, qui vit sa vie mais qui la vit même pas réellement. Et un jour il est envoyé dans un orphelinat donc pour enfants spéciaux, donc c'est les enfants qui ont des pouvoirs magiques ou qui sont de nature magique entre guillemets, donc ça peut être des démons par exemple. Et en fait il est envoyé là-bas parce que l'objectif c'est un petit peu de faire fermer cet orphelinat, et donc lui il y va et il va être confronté là-bas au racisme, à des enfants qui se sentent pas acceptés, au malheur, à la différence, et c'est un livre qui est très 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 beau là-dessus. Vraiment, si vous tire pas des larmes, vous n'avez pas de cœur, voilà. C'est un livre du coup qui est très engagé, très très beau, très très bien écrit, ça se lit très très vite et je pense que c'est une lecture qui peut plaire quasiment à tout le monde. Voilà, j'ai adoré et je le recommande, et si vous le lisez pas en VO, il a été traduit par De Saxus, alors je sais pas ce que vaut la traduction, mais tentez, il vaut le coup. Bon alors celui-ci n'a pas de dust jacket et n'a pas de nom sur le dos, mais c'est The Midnight Library de Matt Haig, une très très belle lecture, très triste, donc checkez les trigger warnings avant de le lire, puisque c'est un livre sur les regrets. C'est un livre sur une jeune femme qui décide de se suicider parce qu'elle n'aime plus sa vie, et à ce moment-là, en fait, elle atterrit dans la Midnight Library, et en fait elle va pouvoir
choisir un livre à chaque fois qui va lui montrer le chemin qu'aurait pu prendre sa vie si elle avait fait un choix différent. Et donc c'est un livre sur les regrets, sur le suicide, sur la dépression, et c'est un très très beau livre qui aborde ces sujets-là avec une grande justesse, et tout en ayant le côté romancé qui du coup rend la chose très facile à lire et très belle. Voilà, donc si c'est des sujets qui vous touchent, je vous conseille vraiment de lire les trigger warnings, mais moi j'ai adoré ce livre et je vous le recommande à 1000%. Ensuite, un livre que je recommande à qui veut sur Instagram, House of Hollow de Crystal Sutherland. Alors j'ai enlevé la Dust Jacket, ce qui est dommage pour vous la montrer là parce qu'elle est magnifique, vraiment. En fait j'ai acheté ce livre clairement juste pour la couverture. Quand je l'ai reçu je savais même pas de quoi ça parlait. Et je suis tellement contente de l'avoir lu sans savoir de quoi ça parlait parce que j'ai tellement apprécié ma lecture. C'est une sorte de fantasy, mystery, très dark, vraiment, avec une ambiance très oppressante. Mais j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. C'est un livre, je pense... N'hésitez pas à le lire sans même avoir lu le résumé. Sachez juste que voilà, c'est une sorte de livre très mystérieux, très sombre. Et en fait je vous en dis pas plus parce que j'ai peur que si je le résume, je vous spoil un petit peu ou j'enlève l'attrait qu'il peut y avoir sur le livre. Mais c'est très très bien. Alors, lequel je vais prendre en premier? The Ones We're Meant to Find de Joan E. Je ne sais pas si je le prononce bien. Encore une fois, ça c'était un de mes livres dans les Most Anticipated Releases de l'année là en VO. Et je suis contente de l'avoir commandé vraiment quand il est sorti. Ah oui d'accord, alors moi quand je fais pas très attention quand je remets ma Dust Jacket, j'ai mis le Dust Jacket sur le livre à l'envers. Et c'est un livre que j'ai lu du coup pendant la semaine de la science-fiction dans le cadre du challenge Holy Book et je l'ai adoré. Ce livre, c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent séparées. On ne sait pas réellement pour quelle raison, mais il y en a une qui est un petit peu amnésique et qui se retrouve sur une île toute seule et elle ne se souvient quasiment de rien sauf qu'elle a une sœur et qu'elle doit retrouver sa sœur. Et sa sœur en question vit dans une eco-city, donc en gros il y a eu tellement de catastrophes naturelles que la population vit dans des villes comme ça, au-dessus de la terre, au-dessus de l'eau, pour survivre. Voilà, et donc les deux sœurs essayent de se retrouver et on va suivre un petit peu leur parcours tout au long de ce roman, comment est-ce qu'elles vont réussir à faire pour se retrouver. Et c'est intéressant parce que donc il y a beaucoup de questionnements sur la famille, aussi sur le deuil, bien évidemment sur l'écologie, sur ce qu'on est en train de faire à notre planète et c'est un livre qui est très intéressant. Juste, j'ai quand même mis 5 étoiles, mais c'est un livre où la fin, j'ai trouvé que ça tirait un petit peu trop, c'était un petit peu trop long, mais ça reste quand même un coup de cœur. Là, je vous ai laissé pour la fin vraiment mes coups de cœur ultimes que j'ai eu de manière récemment quoi. En premier, celui-ci, je vais vous en parler dans une vidéo qui sort la semaine prochaine. Je vous avais déjà dit ça la semaine dernière, mais oui, finalement, elle sortira la semaine prochaine. Et c'est The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, donc c'est par l'auteur de Milk and Honey, que je n'ai pas lu. Après avoir lu celui-ci, du coup j'ai commandé Homebody, son nouveau, et Milk and Honey pour le lire. Mais donc celui-ci, vous allez comprendre dans ma vidéo de la semaine prochaine, mais c'est une recommandation de Laura Lee. Et je ne la remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir ce livre qui est juste incroyable. C'est un livre qui a énormément de trigger warning, attention, ça parle de pédophilie, de viol, de femmes battues, de racisme, de sexisme, d'attouchement... Bref, énormément de sujets qui sont pas du tout faciles, ça parle même de la rupture amoureuse, ça reste un sujet qui n'est pas facile à lire pour certaines personnes et comme vous pouvez le voir, je l'ai annoté énormément parce que c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau et extrêmement puissant. J'avais pas lu de poésie depuis des années et je me suis pris une grosse claque avec ce livre, vraiment. En une ou deux phrases, elle vous décrit, elle vous fait ressentir des trucs très fort, très puissant. Certains m'ont plus touché que d'autres, c'est pour ça que j'ai mis des petits post-it. Mais il y en a certains qui parfois parlent de situations qui je pense qu'on a toutes vécues en tant que femme. Voilà, se faire tripoter dans les transports sans le vouloir, enfin plein de choses. Et elle arrive à les décrire et elle met des mots sur beaucoup de ressentis. Et j'ai trouvé ça voilà, très très beau. J'ai pas encore lu Milk and Honey, j'ai pas encore lu Homebody, mais autant vous dire que dès que je les reçois, je les lis direct. Parce que je suis tombée amoureuse de sa plume, vraiment. Là, on passe sur de la fantasy adulte pure et dure avec The Fifth Season de N.K. Jemisin. Je l'avais repoussé un petit peu, ma lecture de celui-ci, parce que j'adore la fantasy adulte, mais je sais qu'à chaque fois, ça va être un world building mastoc à appréhender. Et ça va, honnêtement, celui-ci, ça va. Ça a été fait de manière assez progressive, et donc je suis facilement rentrée dans l'histoire.
et j'ai adoré. Franchement ce livre il m'a retourné le cerveau, j'ai pas vu venir les plot twists, hein. On va pas se mentir, si vous l'avez lu et que vous avez vu venir les plot twists, je ne vous crois pas. Je vous le dis tout de suite. C'est un livre qui est encore une fois très engagé sur l'écologie puisque ça se passe dans un monde, je sais pas vraiment si c'est sur Terre, bah si je suis con, ça s'appelle The Broken Earth. Oui voilà, donc ça se passe sur Terre et en fait la planète a été tellement malmenée par les hommes que maintenant il y a une 5e saison qui arrive et à chaque fois elle est plus brutale que la précédente, elle peut se dérouler de différentes manières avec des gaz, des éruptions volcaniques, des aires glaciaires, enfin bref, et à chaque fois ça décime toute une partie de la population et donc nous on va suivre plusieurs personnages qui vont essayer de survivre à ça et même de lutter contre cette 5e saison et contre The Stillness qui arrive et qui va normalement détruire toute la planète. Bref, c'est un livre excellent, excellent, excellent et j'ai hâte de lire la suite. J'ai les 2 tomes suivants en français dans ma pile à lire, mais je sais pas si je les lirai en français ou si j'achèterai la VO, on verra. Mais en tout cas je lirai la suite avec grand plaisir. Et ensuite je vous parle donc de mon coup de cœur le plus récent. C'est de la fantasy, je sais pas si c'est new adulte ou young adulte, un petit peu un mélange des deux je pense, mais j'ai adoré et c'est donc The Prison Healer de Lynette Noni. Ça c'est l'édition Fairyloot, très contente d'avoir l'édition Fairyloot parce qu'en plus d'être un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui est très très beau. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, je l'ai lu avec Lauralie et Pauline et je pense qu'on a tout adoré. Mais pour moi ça a été un coup de cœur incroyable, je pense une de mes meilleures lectures. J'allais dire une de mes meilleures lectures de ce début d'année, c'est un petit peu le principe de la vidéo quand même Valentine. Mais c'était génial, ça m'a beaucoup fait penser à La Plume de Sarah J. Maas, ce qui est marrant parce qu'elles sont meilleures amies il me semble, enfin elles sont très proches en tout cas. Sarah J. Maas l'a aidée sur ce livre là. Et ça m'a beaucoup fait penser à Sarah J. Maas avec des personnages très intéressants, une intrigue qui est très bien construite avec des retournements de situation. Mama, si tu les vois arriver, je sais pas comment t'as fait. Moi j'en avais deviné un. Lauralie en avait deviné un, moi je croyais que elle disait n'importe quoi mais elle avait raison. Et alors par contre le retournement de situation finale, personne n'avait vu venir, personne. Meilleure fin que j'ai jamais vue, je vous l'avais dit sur Instagram, de l'échelle des retournements de situation à la Sarah J. Maas, il est au-dessus de l'échelle Sarah J. Maas de retournement de situation. Donc incroyable, il me faut la suite. Heureusement elle sort en octobre donc j'ai pas trop longtemps à attendre, mais incroyable, franchement. On y suit l'histoire de Kiva qui est emprisonnée dans la prison de Zalindov depuis 10 ans. Donc elle y a été enfermée quand elle avait 7 ans et elle y est en fait The Prison Healer. Donc c'est elle qui s'occupe des patients, qui les soigne, c'est son devoir en tant qu'esclave. Elle est elle aussi, enfin en tant qu'esclave, en tant que prisonnière, elle est aussi prisonnière. Jusqu'au jour en fait où ce monsieur arrive dans l'équation, Jaren, voilà. Et ensuite, il y a toute une intrigue qui est décrite dans le résumé, que moi je ne vais pas vous dire parce que ça m'a fait chier de le savoir, parce que ça arrive, je crois, autour de la page 120, et je trouve ça con de spoiler dans le résumé un truc qui arrive page 120 sur 400. Donc je ne vous le dirai pas, mais sachez qu'il est question, je peux juste vous dire qu'il est question d'épreuve et de magie, voilà, et de rébellion. C'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler vraiment les plot twists, mais j'ai adoré ce livre, vraiment. Je pense qu'il y a moyen que Lynette Noni rentre dans mon classement des auteurs préférés si le tome 2 est aussi bon que celui-ci, très honnêtement. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez la fantasy, bah foncez, hein. J'ai qu'une chose à dire, foncez. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'adore tourner les vidéos où je vous présente mes livres préférés, puisque bah, c'est mes livres préférés donc j'adore en parler. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire votre pire et votre meilleure lecture de cette année 2020 jusqu'à présent pour que j'interagisse un petit peu avec vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le demande jamais en fait, mais si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.